Je crois qu'on était en état de choc. En tant que parents, on savait que quelque chose clochait. Ils sont arrivés, se sont tout de suite assis et ils ont dit que Charlie était mort aux Seychelles. On leur a demandé plusieurs fois comment il était décédé. Ils n'ont rien voulu nous révéler, donc on s'est imaginé le pire. On ne sait pas comment il est mort. On n'a aucune information. Quoi qu'il se soit produit, c'est arrivé très vite. On rêve tous d'une vie paradisiaque. Des eaux turquoises, du sable blanc doux comme de la soie, des plages bordées de palmiers. Chaque année, des milliers de personnes séjournent ou s'expatrient à l'étranger. Il était temps pour eux de profiter de la vie. Mais certaines n'en reviennent jamais. Je me souviens que l'enquêteur à l'autre bout du film a annoncé qu'il avait été tué. Comment était-ce possible? Il était en vacances. Leurs familles tentent désespérément d'obtenir des réponses. Je pense que le plus dur dans tout ça, c'était que ce drame s'était produit très loin de chez nous, dans un pays qu'on ne connaissait pas du tout. C'était une torture d'être de l'autre côté du globe. Il existe de splendides destinations exotiques qui peuvent se révéler très dangereuses quand on y regarde de plus près. Dans certaines communautés, le meurtre est monnaie courante. Chaque enquête est un défi, mais quand le meurtre se produit à des milliers de kilomètres, elle relève presque de l'impossible. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour que justice soit rendue. L'idyllique archipel des Seychelles, situé dans l'océan Indien, est l'une des destinations touristiques les plus prisées au monde. Les Seychelles, c'est un vrai paradis tropical. C'est exactement comme on se l'imagine. Des eaux turquoises, du sable blanc doux comme de la soie, des plages bordées de palmiers. C'est un endroit tranquille, magnifique, accueillant et sûr. Ces plages enchanteresses et ces hôtels 5 étoiles attirent des voyageurs des 4 coins du monde. Ce pays dépend grandement du tourisme. Personne ne voudrait faire quoi que ce soit qui pourrait mettre à mal un commerce qui rapporte autant. Le 29 mai 2015, le Britannique Charlie Warrender, âgé de 22 ans, se prépare à passer la soirée avec ses amis dans la capitale des Seychelles, Victoria, située sur l'île de Mahé. Il a toujours su s'amuser. Il avait un bon contact avec les gens, il adorait faire rire la galerie. C'était un vrai charmeur. Quand on lui proposait de faire quelque chose, il était toujours partant. Il aimait aussi sortir boire quelques verres avec ses amis. Mais après cette soirée-là, Charlie ne rentrera jamais chez lui. Charlie Warrender naît le 14 novembre 1992. J'ai toujours été tellement fière de lui. C'était un enfant merveilleux. Il était très drôle. On aimait beaucoup passer du temps en famille. Il était toujours heureux et souriant, même quand il était tout petit. Il ne nous a jamais causé le moindre souci. C'était un garçon adorable. Charlie et moi étions très proches. On adorait partir à l'aventure, faire du canoë en vacances, faire du vélo. Il était unique en son genre. Geneviève est née en 1997. Elle le suivait partout, comme son ombre. Un jour, j'ai dit à Charlie qu'il devrait rejoindre la Royal Navy. Je me suis dit qu'il pourrait visiter plein de pays et apprendre un métier. J'étais sûr que c'était fait pour lui. L'idée a dû lui plaire. Charlie a postulé pour intégrer la Royal Navy à l'âge de 17 ans. Il a été accepté en septembre 2012. Il avait 19 ans à l'époque. J'étais très fier de lui. On pensait que ce serait une belle aventure. On ne s'inquiétait pas le moins du monde. J'étais content qu'il trouve un corps de métier qui lui plaise. Je n'ai jamais eu peur pour lui. Je n'envisageais même pas que quelque chose de mal puisse lui arriver. C'est une éventualité à laquelle on ne pense pas du tout. Dès qu'il s'est lancé dans cette profession, on savait qu'on lui demandait d'être prêt à mourir pour son pays. Et il l'était. Mais pour autant, ça ne m'a jamais inquiété. Je ne me suis jamais dit qu'un drame pouvait arriver.
Charlie était le genre de personne qui parlait à n'importe qui. Quand on passait une mauvaise journée, il arrivait à nous redonner le sourire. On ne pouvait pas passer de mauvais moments avec lui. Il avait un sens de l'honneur très prononcé. Je ne l'ai jamais entendu critiquer qui que ce soit ou mentir. Il était droit dans ses bottes et il avait un bon fond. Il était prêt à tout donner pour les autres. Personne ne pourrait dire du mal de lui. C'était un homme bien. L'une des choses que Charlie adorait dans son travail, c'était l'opportunité de voyager et de voir différentes parties du monde. Il est allé sur les îles Malouines, en Antarctique, aux Bahamas, sur l'île Tristan d'Acunha, des endroits qu'il n'aurait jamais eu l'occasion de visiter autrement. Quand il était en déplacement, on gardait contact avec lui par email. De temps en temps, il nous appelait. À l'âge de 22 ans, Charlie est amené à partir aux Seychelles pour son travail. Ces îles sont très visitées par les touristes et plus de 1000 kilomètres les séparent du reste du monde. C'est un lieu stratégique pour les forces armées. Charlie a dû se rendre dans l'océan Indien dans le cadre d'une opération internationale de grande envergure, l'opération Kipion. Elle est d'une importance capitale. Son but est d'endiguer la piraterie et le trafic de drogue et d'armes dans l'océan Indien. Ces activités participent à financer le terrorisme. C'est pourquoi c'est une priorité militaire. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour les arrêter. Charlie travaille sans relâche et est impatient de prendre un week-end de repos. Il réserve 2 nuits dans un hôtel des Seychelles avec ses amis. Il était content de partir dans un endroit aussi exotique et magnifique que celui-là. Il avait hâte d'y être. Ce week-end était pour lui l'occasion de se détendre, après avoir travaillé si dur dans la salle des machines. C'est la première fois que Charlie se rend aux Seychelles. Le vendredi 29 mai 2015, accompagné de quelques amis, il entre dans le Boardwalk Bar, un établissement select sur Eden Island. Ce bar est très réputé dans le pays. Il est très populaire et les prix y sont élevés. L'un des amis de Charlie doit travailler le lendemain. Vers minuit, ce dernier lui propose de le raccompagner au navire, le HMS Richmond. Ils prennent un taxi dans le centre-ville de Victoria. Quand son ami en sort, Charlie continue sa course. Mais il transgresse ainsi un important protocole de la Royal Navy, appelé Shark Watch. Cette règle ne s'applique que lorsque l'on passe du temps sur la terre ferme pendant notre temps libre, en dehors de nos heures de travail. On termine notre journée et le capitaine nous permet de descendre à terre, d'aller boire quelques verres, de s'amuser et de faire comme tous les autres touristes. Mais on ne sort pas tout seul, on doit rester groupé. Charlie, qui est maintenant seul, n'a pas respecté le protocole militaire et s'est mis en danger. C'est la dernière fois qu'il sera vu en vie. C'était une belle journée de mai. Le soleil était au rendez-vous. On est parti faire quelques courses pour préparer le prochain colis qu'on comptait envoyer à Charlie. C'est là qu'on a reçu un appel de Geneviève. Elle nous a raconté que 2 officiers de la Royal Navy étaient venus à la maison. On a tout de suite compris qu'il s'était passé quelque chose. Mais on a pensé que ça ne devait sûrement pas être bien grave. Je crois qu'on était en état de choc. En tant que parent, on savait que quelque chose clochait. Tout à coup, mon corps s'est mis à fonctionner au ralenti. Nous sommes rentrés 15 ou 20 minutes plus tard. Ensuite, pendant environ 1 heure, on s'est demandé de quoi il pouvait bien s'agir. Le seul scénario que j'envisageais, c'était que Charlie avait accompli un exploit si formidable que la reine voulait lui décerner une médaille ou une récompense. C'était une situation très étrange. Peut-être qu'on se doutait de ce qu'on allait nous annoncer, mais c'était si affreux qu'on ne pouvait pas y croire. Près d'1 heure plus tard, les officiers de la Royal Navy sont de retour pour s'adresser à Kate et Steve. Ils sont arrivés chez nous, se sont tout de suite assis et sans plus attendre, « Ils ont dit que Charlie était mort. »
Je me suis effondré. Kate a réussi à continuer à leur parler, mais ça nous a fait un terrible choc d'apprendre ça. C'est la pire des choses qu'on puisse jamais entendre. Ils n'ont pas pu nous donner plus d'informations. Tout ce qu'ils savaient, c'était que son corps avait été retrouvé sur un chantier naval, près du navire. On leur a demandé plusieurs fois comment il était décédé. Mais ils ont simplement répondu « On n'en sait rien, on n'en sait rien ». Ensuite, ils sont partis et je ne sais pas pourquoi, je les ai remerciés. Tout ce que Kate et Steve savent, c'est que leur fils est décédé à l'autre bout du monde et que la Royal Navy est incapable de leur en dire plus. J'ai dit à Steve, c'est grave, c'est très grave. Je me suis souvenu de l'histoire d'un pilote en Irak, il me semble, qui avait été jeté dans une cage et brûlé vif. J'ai dit à Steve, quelqu'un a brûlé vif Charlie. Il a été découpé en morceaux, on lui a tranché la tête, ou il a été battu à mort. Ils n'ont rien voulu nous dire, donc on s'est imaginé le pire. On a passé tout le week-end suivant à envisager des scénarios plus affreux les uns que les autres. Et enfin, le lundi matin, pour la première fois, j'ai réalisé que je pouvais faire une recherche en ligne. J'ai tapé « marin mort aux Seychelles ». J'ai trouvé une photo de mon fils, mort, allongé sous un arbre. Dans un sens, je me suis sentie soulagée. Il avait l'air paisible. Il était allongé là, comme s'il s'était endormi. J'ai pu voir qu'il n'était pas défiguré. Son corps était entier. Toutes ces choses que je m'étais imaginées ne s'étaient pas produites. C'est ça qui m'a soulagée. Mais ce maigre réconfort se change en frustration. 3 jours après la mort de Charlie, sa mère ignore toujours les circonstances de son décès. Les réponses à ces questions se trouvent à plus de 8000 kilomètres. Savoir que Charlie était aussi loin de chez lui au moment de sa mort me fait beaucoup de peine. En tant que parent, on aurait voulu être près de lui. Ça m'a pris du temps, mais j'ai retrouvé l'adresse mail de la police des Seychelles et je leur ai écrit. Je leur ai dit que je voulais venir leur parler de l'enquête sur le décès de mon fils. Durant tout ce temps, l'officier de liaison de la Royal Navy a fait tout son possible pour nous dissuader de partir là-bas. Il ne voulait pas qu'on vienne. Mais je lui ai répondu, si j'ai envie d'y aller, j'irai. Le 4 juin, 5 jours après la découverte du corps de Charlie, Kate et Steve prennent un vol de 10 heures en direction des Seychelles pour obtenir des réponses. On a été accueillis par le haut-commissionnaire du Royaume-Uni, Lindsay Scole, et le capitaine du navire, Mark Anderson. C'était très étrange. On était complètement impuissants. On n'avait aucune information. C'était comme si on nous avait jetés dans la fosse aux lions. On n'aurait jamais pensé être confronté à une situation pareille. Mais on n'avait pas d'autre choix que de faire le nécessaire, alors c'est ce qu'on a fait.
On a demandé à rencontrer la police et Lindsay Scholl nous a répondu « Non, vous n'avez pas besoin de le faire. On fera l'intermédiaire avec les autorités. Si vous avez des questions, vous nous le dites et on se chargera de leur parler pour vous. » Le couple s'est rendu aux Seychelles dans l'espoir de questionner la police. Mais le haut-commissaire du Royaume-Uni a des projets bien différents. Notre itinéraire nous a menés aux endroits où Charlie était allé. Le restaurant Bravo, le Boardwalk Bar et son espace VIP. Mais ça s'est aussi plus ou moins transformé en visite de l'île. À l'époque, je me suis dit, c'est vraiment bizarre. Mon fils est mort, il est quelque part sur cette île. On ne sait pas comment il est décédé, on ne nous dit rien. Tout ce que je souhaitais, c'était demander à la police ce qui s'était passé et surtout ne pas faire un voyage touristique. Kate et Steve peinent à trouver les réponses dont ils ont désespérément besoin. Le 6 juin, le lendemain de leur arrivée, ils sont enfin autorisés à voir leur fils. On a enfin pu voir le corps de Charlie. Quand on y est allé, il était déjà mort depuis une semaine. Steve m'a accompagné. Mais il n'a pas regardé Charlie une seule fois. Il est resté derrière moi, le dos tourné, pendant que je me tenais devant notre fils et que je lui parlais. L'histoire qu'on nous a racontée, c'était que Charlie était mort parce qu'il avait bu trop d'alcool. Mais cette explication ne tenait pas la route. Charlie tenait très bien l'alcool, c'était un marin. C'est ce que font les matelots. Ils sortent entre collègues, boivent des verres et s'amusent. Je savais qu'il n'avait pas vomi et qu'il ne s'était donc pas étouffé parce que j'avais vu les photos dans les journaux. Avant que l'autopsie soit faite, on n'avait pas vraiment d'informations. On n'avait aucun moyen de savoir ce qui lui était réellement arrivé. Les Seychelles ne tombent pas sous la juridiction de la Royal Navy. Elle ne peut donc pas mener l'enquête. Le Haut-Commissariat fait néanmoins appel à un médecin légiste britannique, le Dr Kerry, pour procéder à l'autopsie. Les résultats semblent confirmer la thèse de la mort par asphyxie, cohérente avec l'alcool présent en excès dans le corps. Au début, je n'ai pas compris pourquoi ils ont décidé de faire appel à un médecin légiste du Royaume-Uni. Pour plaisanter, je leur ai dit « Comment ils n'ont pas de médecin qui pratique des autopsies ici aux Seychelles ?» Mais à vrai dire, c'est une véritable faveur qu'ils nous ont faite. Ça nous a bien aidés. Vraiment. Le docteur Kerry demande un bilan toxicologique. Mais avant que les résultats ne soient disponibles, Kate et Steve, tous deux anéantis, retournent au Royaume-Uni au bout de 3 jours sans même avoir parlé aux officiers de police locaux. On n'en savait toujours pas plus sur la mort de Charlie. Tout ce qu'on nous avait dit avant les funérailles, c'était qu'il avait beaucoup trop bu et qu'il était ivre-mort. Les obsèques ont été très touchantes. On tenait à ce qu'il ait droit à un enterrement militaire. Il n'aurait pas pu avoir de meilleurs adieux. On est très fiers du fait qu'il repose dans la partie du cimetière réservée aux militaires. Certains de ses collègues sur le navire ont pu venir aider à porter le cercueil. Tous ceux qui devaient tirer et faire le salut militaire à la fin des funérailles étaient bien présents avec nous. 2 des personnes assistant à l'enterrement se trouvaient avec Charlie la nuit de sa mort. Kate y voit l'opportunité d'obtenir des réponses. Ils étaient tous les deux choqués quand je leur ai dit que Charlie était soi-disant bien trop ivre et en était mort. Ils m'ont dit que c'était faux et qu'en vérité, c'était même lui qui avait pris soin d'eux cette nuit-là. Des 3, c'était Charlie qui avait le moins bu. Kate se met alors à douter de la cause du décès. Elle espère que les résultats du bilan toxicologique lui fourniront une autre piste. Les résultats ne nous ont été communiqués que le 26 juin. Charlie avait en fait une très grande quantité d'héroïne dans le corps.
Selon le bilan, 50 microgrammes d'héroïne seraient fatales pour n'importe qui. Et Charlie en avait plus de 200 dans le corps. Quelqu'un a dû lui injecter une énorme dose de cette drogue et il avait des résidus d'héroïne pure un peu partout sur lui. C'était impossible qu'il se la soit administrée lui-même. Kate est catégorique. Charlie ne se droguait pas. Mais elle peine à convaincre les autorités. On s'attendait à ce que ce soit le rôle de la police des Seychelles de mener l'enquête. Mais ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas levé le petit doigt. J'ai demandé à la police britannique de faire quelque chose, mais on m'a répondu que les autorités séchelloises devaient d'abord leur demander de l'aide et que comme elles ne l'avaient pas fait, ils ne pouvaient pas intervenir. Ni la police britannique, ni la Royal Navy ne peuvent mener l'enquête. Agacée par le manque de transparence, Kate décide de prendre les choses en main. Elle s'adresse aux amis de Charlie et commence à retracer ses faits et gestes cette fameuse nuit. Au bout de quelques semaines, Kate parvient à se faire une idée des circonstances de la mort de son fils Charlie. Les vidéos de surveillance fournies par la Royal Navy lui sont d'une grande aide. Charlie et 4 de ses collègues ont quitté le HMS Richmond et se sont rendus à Victoria à pied. C'est une petite ville et l'île entière n'est pas beaucoup plus grande. Elle ne fait qu'une vingtaine de kilomètres de long sur 8 kilomètres de large. Charlie voulait aller sur Eden Island, où se trouvent les bars. Aux alentours de 22 heures, ils sont entrés dans le Boardwalk Bar. Des hommes de la sécurité gardaient l'entrée de l'espace VIP. Charlie leur a demandé comment son groupe pouvait y accéder. Ils lui ont répondu qu'ils devaient acheter une bouteille de vodka ou de champagne à 88 livres. Charlie a payé la bouteille avec sa carte bancaire et avec ses 4 amis, ils sont entrés dans l'espace VIP. Pour commander au bar, ils devaient sortir de l'espace VIP et retourner dans la salle principale de l'établissement. La Seychelloise Madia Philo se trouve aussi au Boardwalk Bar, la nuit du 29 mai. Il devait être 21h30, 22h. C'était mon dîner d'anniversaire, alors mes amis et moi étions allés dans la partie bar du restaurant. J'ai senti un homme me taper sur l'épaule. Il s'est présenté, m'a dit qu'il s'appelait Charlie et qu'il voulait profiter de sa soirée parce qu'il ne restait pas longtemps sur l'île de Mahé. Puis il a proposé de m'offrir un verre, ce que j'ai accepté. Mais au lieu d'un verre, il a acheté une bouteille entière et nous a tous invités à le rejoindre dans l'espace VIP. Il était très respectueux. On aurait dit qu'il n'était pas sorti depuis longtemps et qu'il avait envie de passer une bonne soirée en ville. Charlie était quelqu'un de très généreux. Il était prêt à tout donner pour les autres. Et s'il n'avait rien à offrir, alors il leur accordait tout son temps. C'était le genre de personne qu'on a envie d'avoir à ses côtés. J'ai remarqué qu'il ouvrait beaucoup son portefeuille et qu'il en sortait d'énormes liasses de billets. L'un de mes amis m'a dit à l'oreille que je devrais lui conseiller d'être prudent, parce qu'il pouvait être une cible facile. Avec tout l'argent qu'il transportait, certains auraient pu vouloir profiter de lui. Je tiens à dire qu'il était vraiment énergique. À un moment, mes amis et moi, on s'est dit, il a pris quoi? Avec tout l'alcool qu'il avait bu pendant le court moment où on était avec lui, je pense que n'importe qui aurait fini par s'endormir sur le canapé. Mais lui, il débordait encore d'énergie. Il voulait se mélanger aux habitants du coin. C'est la première chose qu'il m'a dite. Il ne parlait pas qu'à moi et à mes amis, il passait d'un groupe à un autre. Charlie m'a raconté que l'un de ses amis voulait rentrer tôt pour dormir ou quelque chose comme ça. Pour plaisanter, il a dit que c'était un type ennuyeux et qu'il cherchait des personnes avec qui s'amuser. À un moment, il est parti. Il nous a demandé où il pouvait trouver un taxi pour aller, je ne sais plus où, mais je crois qu'il voulait aller en boîte de nuit.
L'un de ses amis n'avait pas l'habitude de boire et il devait travailler le lendemain matin. Il a dit à Charlie qu'il voulait retourner au navire. Charlie a proposé de le raccompagner. Ils ont quitté le bar tous les deux. Comme le recommandait la Royal Navy, ils ont demandé à l'agent de sécurité où trouver un taxi et celui-ci leur a indiqué une voiture tout près. Il existe 2 types de taxis différents aux Seychelles. Certains ont une licence, ce sont les mêmes que ceux qu'on trouve au Royaume-Uni, et d'autres n'en ont pas. On les appelle des taxis pirates. Ce sont des voitures possédées par des particuliers qui veulent gagner un peu d'argent en plus. On conseille aux touristes de prendre des taxis officiels dotés d'un compteur pour se rendre d'un point A à un point B en toute sécurité. Les voyageurs ont tendance à se tourner d'eux-mêmes vers des taxis dotés d'une licence, plutôt que vers des taxis pirates. Mais j'imagine que quand quelqu'un s'approche de vous et vous propose une course bon marché, il est tentant d'accepter. Seul l'ami de Charlie est en mesure de raconter la suite des événements. Personne d'autre ne peut confirmer l'heure à laquelle Charlie a quitté le bar et par qui il était accompagné. Charlie a ensuite demandé au chauffeur à combien allait s'élever la course jusqu'au navire. Il lui a donné une estimation. Ils sont montés dans la voiture et à ce moment-là, ils ont remarqué que le chauffeur n'était pas seul dans le véhicule, mais qu'un autre Seychellois était assis sur le siège passager. La présence d'une autre personne dans le véhicule indique qu'il s'agissait forcément d'un taxi pirate. Un taxi en règle ne l'aurait pas autorisé. Le passager a tenté de leur faire la conversation, mais ils avaient du mal à le comprendre à cause de son accent. Alors que la voiture approchait de l'entrée du port, Charlie a dit qu'il voulait ensuite retourner au Boardwalk Bar. Son ami a alors demandé à descendre au prochain rond-point pour que la voiture puisse retourner d'où elle venait. Et c'est ce qui s'est passé. Il est sorti du taxi et a marché sur un peu plus de 700 mètres jusqu'au HMS Richmond. Et c'est la dernière fois que quelqu'un a vu Charlie vivant. En restant à bord du véhicule, Charlie transgresse le protocole de la Royal Navy appelé Shark Watch, qui interdit aux officiers de rester seuls sur la terre ferme. Il se met ainsi en danger, et ce qui lui arrive après avoir quitté son ami reste un mystère. Son corps a été retrouvé le lendemain matin dans un lieu public. Ce n'était pas loin du rond-point où son ami avait été déposé. Le médecin du HMS Richmond s'est rendu sur place et a déclaré le décès de Charlie dans la matinée. La rigidité cadavérique était déjà apparue. Le médecin a déterminé que le décès était survenu un peu après minuit. Selon l'ami de Charlie, la course de taxi avait duré entre 20 et 30 minutes. Ça m'a étonnée parce que quand j'ai vérifié sur Internet, le trajet était estimé à 6 minutes. Mais si son collègue est rentré aux alentours de minuit et quart, ça veut dire que Charlie est mort peu de temps après. D'ailleurs, de l'argent a été débité de son compte bancaire à 0h24, il me semble. On a remarqué que plusieurs tentatives avaient échoué sur son compte, mais une seule avait été acceptée. C'était un débit qui s'élevait à 2000 roupies seychelloises. Quoi qu'il se soit produit, c'est arrivé vite. On sait qu'il est mort dans l'heure qui a suivi, ou peut-être un peu avant. Kate est désormais convaincue que Charlie n'est pas mort d'un excès d'alcool. Elle commence à remettre en question les agissements de la police. On pensait qu'ils feraient tout pour localiser l'agent de sécurité qui leur avait indiqué le taxi, ou bien le chauffeur du véhicule, ainsi que l'homme qui se trouvait sur le siège passager.
On parle d'un petit territoire qui fait un tiers de la taille de l'île de White. Et pourtant, ils se sont avérés incapables de retrouver qui que ce soit. N'oublions pas qu'il s'agit d'une île tropicale au beau milieu de l'océan Indien. Ce n'est pas Milan ou Manhattan, c'est un petit territoire. On ne peut pas s'attendre, dans un tel contexte, à ce que les forces de police, qui manquent cruellement de budget, soient particulièrement compétentes pour ce genre d'affaires. Pour Kate, la mort de Charlie cache des secrets. Elle commence même à se demander si elle n'est pas liée à son rôle au sein de la Royal Navy et à celui du HMS Richmond aux Seychelles. Le HMS Richmond est une frégate de type 23. Aujourd'hui, ce genre de navire intervient surtout dans le cadre de missions humanitaires contre la piraterie ou le trafic de drogue. Les missions varient beaucoup selon le lieu. Celles aux Caraïbes sont différentes de celles en Afrique. L'un des rôles des officiers embarqués sur le navire consiste à enrayer le flux de drogue en provenance de la Corne de l'Afrique vers l'Europe. À cause de la mort de Charlie, le navire a dû rester au port plus longtemps. Je me suis dit que ça pouvait être une explication. Les barons de la drogue voulaient avoir plus de temps pour pouvoir faire passer leurs produits dans l'océan Indien sans être inquiétés. Les circonstances de la mort de mon fils sont claires, selon moi. Il avait des traces d'héroïne partout sur le corps. Le décès de Charlie a effectivement retardé la mission du navire. Kate est convaincue que l'héroïne injectée cachait en fait un message. Mais tout le monde ne partage pas son avis. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un crime organisé comme vous et moi l'entendons. La mafia n'est pas à l'origine de tout ça. En général, ce type de meurtre n'est pas commandité par de hautes sphères. C'est surtout une affaire d'opportunisme. Afin de confirmer sa théorie, Kate doit obtenir des preuves et espère les trouver grâce à une enquête du médecin légiste. Ces investigations sont menées au Royaume-Uni afin de déterminer la cause d'un décès à l'étranger. D'après mes souvenirs, l'enquête a été ouverte le 16 juin 2016, soit un an après la mort de Charlie. Le médecin légiste en a conclu que la drogue lui avait été injectée à l'aide d'une aiguille fine par quelqu'un qui savait ce qu'il faisait et que l'héroïne avait donc sans doute été administrée par une tierce personne. Il n'y avait aucun signe indiquant que Charlie se droguait. Jamais il ne s'était injecté de drogue et il n'aurait pas supporté que quelqu'un le lui fasse. Il n'aimait pas les aiguilles. C'est un moment déterminant pour Kate. Cette enquête confirme ses soupçons. Son fils n'est pas mort d'une overdose d'alcool. Ces résultats étaient la preuve la plus concluante qu'on pouvait avoir à ce stade. Je suis soulagé que le médecin ait admis que la drogue avait probablement été administrée par un tiers. On en était déjà convaincu. On savait qu'il ne se l'était pas injecté seul. Il n'y a qu'un mot pouvant qualifier cet acte, un meurtre. Durant quelques mois, Kate Warrender tente de découvrir la vérité sur la mort de son fils Charlie aux Seychelles en 2015. Elle réalise par la même occasion que ces îles paradisiaques cachent bien des secrets. Il semblerait que Charlie ne soit pas le premier officier militaire à mourir là-bas dans de mystérieuses circonstances. L'année précédente, 3 officiers militaires sont morts. Le corps sans vie d'Andrew Webster a été retrouvé en 2014. Quelques mois plus tard, 2 anciens membres des forces spéciales de la marine américaine sont eux aussi décédés. La cause officielle du décès du lieutenant de la marine royale canadienne, Andrew Webster, est la mort par asphyxie. Les 2 anciens membres des forces spéciales de la marine américaine, Jeffrey Reynolds et Mark Kennedy, sont décédés des suites d'un mélange fatal d'héroïne et d'alcool lors d'une mission luttant contre la piraterie. La thèse de l'homicide a été écartée dans chacun de ces cas. Mais Kate est frappée par les points communs entre leur mort et celle de Charlie. Je suis convaincue que les autorités séchelloises étaient persuadées que Charlie était mort à cause de l'alcool. C'était ça leur version des faits. Mais pour moi, la situation était on ne peut plus claire. Quelqu'un lui avait injecté une énorme quantité d'héroïne et en avait laissé sur son corps. Je n'avais même pas besoin d'aveu.
Les barons de la drogue l'ont assassiné. Ce sont eux que la Royal Navy combat. Les véritables ennemis, ce sont les barons de la drogue et les pirates impliqués dans ce trafic dans l'océan Indien. Je suis sûre que la mort de Charlie était en fait des représailles contre les forces armées qui luttent contre eux et réussissent à les freiner dans cette partie du monde. Kate et Steve maintiennent leur théorie. Mais pour l'ancien journaliste de la BBC, Patrick Murred, qui vit aux Seychelles, il existe une explication bien plus simple. Je ne crois pas que la police ait délibérément bâclé cette enquête dans le but de préserver la réputation internationale des Seychelles. Je pense qu'il est bien plus probable que la faute revienne au manque de ressources et de compétences. Selon moi, c'est ce qui les a empêchés de mener une enquête approfondie, comme ce cas le méritait. Je ne doute pas qu'il y ait eu un acte criminel perpétré à l'encontre de cet homme. Pour commencer, il s'est fait voler. Et s'il est vrai qu'une énorme dose d'héroïne a été retrouvée dans son corps, ça suggérerait qu'il a bien été victime d'un crime d'une manière ou d'une autre. Mais il est peu crédible qu'il s'agisse d'un crime organisé ou d'un message destiné à la Royal Navy. Pour être franc, je pense qu'il est plus plausible que Charles Warrender ait rejoint l'île, qu'il ait trop bu et qu'il ait malheureusement croisé le chemin de Seychellois mal intentionnés. Je ne crois pas que quiconque avait prévu de l'éliminer ou avait prémédité son meurtre ce soir-là. Néanmoins, cette théorie n'explique pas la quantité d'héroïne retrouvée dans le corps de Charlie. Les circonstances de sa mort cette nuit-là sont encore aujourd'hui un mystère. Rien ne pourra ramener Charlie. On doit vivre avec, on ne peut rien y faire. Je ne crois pas qu'ils feront le nécessaire pour trouver là où les personnes responsables. Kate et Steve ont été confrontés à de nombreuses impasses. Ils redoutent que la vérité sur la mort de leur fils reste à jamais enterrée à l'autre bout du monde. Ses collègues sur le HMS Richmond ont évoqué des souvenirs qu'ils avaient de Charlie dans un livre d'hommage. Je ne l'ai jamais lu. Je n'ai pas pu m'y résoudre. Pardon, je n'ai jamais trouvé le courage de le faire. Mais la nuit dernière, avant cette interview, Steve a sorti ses livres. Il en avait 2. Les commentaires que les gens ont faits à son sujet étaient tout simplement formidables. Je ne me rendais pas compte qu'il était autant aimé. Regarde celle-là. Il y a une citation de lui. D'ici quelques mois, je serai super baraqué, comme on dit. Je ne veux pas devenir un marin rondouillet. Je veux ressembler aux hommes des magazines. Il n'y a pas de mal à toujours vouloir s'améliorer. Tous ces petits mots qui ont été écrits sur lui le font passer pour, je ne sais pas, quelqu'un qui savait s'amuser. On arrivera à surmonter cette épreuve, mais c'est dur, ces livres. Ça fait 6 ans et demi. Je ne les avais jamais feuilletés avant hier soir. Tous ceux qui ont connu Charlie ne l'ont jamais oublié. Au fil des années, on finit toujours par reparler de lui dans des tas de conversations. Tu te souviens de ci, tu te souviens de ça. Les souvenirs comme cela ne meurent jamais. C'était un mec génial et les moments qu'on a partagés avec lui ne s'oublient pas. À la seconde où on a appris que Charlie était mort, nous avons changé. Nous ne sommes plus les personnes qu'on était autrefois. C'est comme un traumatisme crânien. Ce drame nous a fait changer de manière de fonctionner. On se dit que c'est un deuil et une déchirure pour nous.
mais également pour lui, parce qu'il avait toute la vie devant lui. Aujourd'hui, il serait marié, il aurait des enfants. Il aurait évolué dans sa carrière, il aurait eu une promotion, mais il n'a rien eu de tout ça. Pas de mariage, pas d'enfants, rien du tout. Alors même si c'est dur à vivre, même si nous, on a le cœur brisé, ce n'est rien en comparaison de ce que Charlie a perdu. Ce qui nous manque le plus, c'est de ne plus l'avoir à nos côtés. C'était un garçon heureux et son bonheur était contagieux. En tant que père, j'ai toujours adoré passer du temps avec lui. Il nous manque beaucoup. J'ai beau savoir qu'il n'est plus là, j'ai parfois l'impression que je vais le voir rentrer à la maison à tout moment. Ce serait incroyable. Comme s'il n'était jamais parti. Oui, il nous manque énormément. On se sent détruit, brisé et anéanti. C'est inconcevable. Et pourtant, on agit comme d'habitude. Et on paraît normaux. On continue de vivre. On n'a pas d'autre choix que de tenir bon pour Geneviève, qui a encore toute la vie devant elle. Mais son avenir a été gâché par la perte de Charlie. On doit s'accrocher. Et on n'est pas la seule famille à devoir vivre une épreuve pareille. C'est tellement dur de se dire que notre fils est mort à l'autre bout du monde. Les Seychelles sont des îles absolument magnifiques, ça ne fait aucun doute. Elles sont à plus de 1000 km du reste du globe. C'est une destination qui se trouve littéralement loin de tout. Ce n'est pas facile de s'y rendre. Charlie a toujours adoré être en plein air. Il aimait être au contact de la nature. Alors, le fait qu'il soit mort dans un endroit aussi sublime m'apporte un peu de réconfort. Je ne baisserai jamais les bras. Je chercherai toujours à savoir ce qui lui est arrivé. Mais je me sens parfois impuissante, parce que je sais que quoi que je fasse, je ne peux pas changer le passé. D'un autre côté, le fait de mener mes propres recherches et d'analyser les informations que j'ai pu trouver lors de mon enquête m'a terriblement aidée. Grâce à ça, j'ai pu retrouver un semblant de pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut plus me duper. Je sais très bien ce qui est arrivé à mon fils.